J'ouvre le second débat de ce Sens Public qui nous ramène 10 ans en arrière, 13 novembre 2015, les attentats de Paris et de Saint-Denis, des commandos du groupe État islamique tuent ce soir-là 130 personnes et en blessent des centaines d'autres. C'est la mémoire des victimes physiques, psychologiques que nous allons saluer ensemble avant d'analyser demain, ce sera le thème de notre débat, l'état de la menace terroriste dans notre pays. Pour commencer, un témoignage que l'on vous propose, celui de Gaëtan. Il était au Bataclan ce 13 novembre. Clémentine Moïse. Un simple concert avec un ami et une cousine. À l'époque, Gaëtan Honoré vient souvent au Bataclan. J'étais à l'entrée de la fosse, j'ai vu un des terroristes commencer à arroser la foule. Et puis on a eu ce mouvement un peu naturel d'aller vers l'avant, et d'aller vers la scène. Et puis là, ça a été vraiment l'horreur, parce que je suis tombé, que le sol est jonché de corps, parce qu'il y a du sang et que ça glisse, et que plus le temps passait, plus les cadavres s'accumulaient, quoi. Je me souviens, pour monter sur la scène, là, je suis obligé de monter, sur des corps, quoi. C'est des corps... moi, j'avais jamais vu de cadavre, hein. J'avais 35 ans, j'avais jamais vu de cadavre. Après être monté sur la scène, Gaëtan Honoré se cache derrière un rideau et enfouit sa tête dans une poubelle pour se protéger. Et comme j'étais sur le devant de la scène, j'ai entendu les pas de ce terroriste qui était sur scène, qui a joué quelques notes avec le piano là, qui était là et qui se dirigeait vers nous, parce qu'on était plusieurs à être cachés sur la droite de la scène. Et en fait, il y a eu une immense détonation. Et en fait, j'ai compris qu'il s'était fait exploser. Donc après, il y a eu un temps calme. Quand je parle de temps calme, c'est plutôt le silence morbide, hein, parce que c'est à ce moment-là que les téléphones ont commencé à sonner. C'est vraiment une scène qui m'a profondément marqué, ça. On entendait les gémissements des gens dans la fosse, et puis les téléphones qui commençaient à sonner une fois, deux fois, etc. Gaëtan fait partie des premières victimes à être libérées. Il n'est pas blessé et retrouve ses proches, tous sains et saufs. Il est alors emmené au poste de police où il raconte en boucle ce qu'il vient de vivre. À 6 heures du matin, j'étais avec ma couverture de survie. On m'a indiqué que je pouvais rentrer chez moi. Quand je repense à ce moment, c'est que je me suis retrouvé tout seul dans Paris, avec une couverture de survie, dans une ville déserte, et à tenter de marcher, de retrouver l'endroit où habitait ma sœur. Et puis vers midi, je suis rentré sur Nevers, pour retrouver mes deux filles notamment. Lorsque vous êtes le samedi 14 novembre 2015 dans la Nièvre, ça rajoute une forme d'isolement, quoi. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous êtes très très loin de tout ça et que vous avez vraiment l'impression d'être effacé, quoi. Gaëtan suit une psychothérapie pendant 7 ans. 7 ans au bout desquels le procès des attentats a enfin lieu. Là, quand on les a attendus, qu'ils sont arrivés dans le box, je crois que c'était un moment, une intensité rare. Voir des visages, revoir des visages. Il y a un moment quand même complètement irréel, quoi. J'ai pu témoigner ce jour-là en tant que partie civile et c'était très court, 12 minutes, mais c'était en ressenti 12 ans, quoi. Donc c'était vraiment un moment extraordinaire. C'était un point de passage obligatoire, quoi. Je devais y aller et je savais que ça faisait partie de l'histoire. C'était pas la fin de l'histoire, parce que je me rends compte qu'il n'y aura jamais de fin du Bataclan. C'était juste un chapitre extrêmement important. 10 ans après, Gaëtan Honoré a complètement changé de vie. Reprise d'études, défis sportifs, impossible pour lui de rester trop longtemps inactif. Depuis 2015, c'est vraiment la fin de l'innocence, quoi. La fin de l'innocence, et puis avec cet état permanent d'intranquillité. Je fais vraiment des gros cauchemars. Et ce qui est toujours aussi déroutant, c'est que vous êtes réveillé en sursaut, vous vous rendormez 2 heures après, à nouveau le cauchemar continue, la journée se passe, vous tentez de vous rendormir et vous reprenez en fait l'histoire où elle s'est arrêtée la veille, quoi. Ça, c'est complètement dingue, quoi. J'avais jamais vécu ça avant et depuis le Bataclan, ça arrive. C'est-à-dire que j'ai des cauchemars en continu sur plusieurs semaines. C'est comme une série Netflix finalement, quoi. Vous savez, mais j'aimerais bien m'en passer quand même. C'est la première fois en 10 ans que Gaëtan Honoré viendra à Paris pour assister aux commémorations du 13 novembre.
Et 10 ans après, la France se souvient. Je vous présente les invités de notre débat. Manuel Valls, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, ancien Premier ministre. Vous étiez évidemment en poste au moment des attentats. Denis Péchanski, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, historien, directeur de recherche émérite au CNRS. Et vous êtes co-responsable du programme 13 novembre et co-auteur de ce livre « Faire face, les Français et les attentats du 13 novembre 2015 ». Charlotte Piret, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, journaliste Justice à France Inter, spécialiste des dossiers terroristes et co-réalisatrice du podcast « Ce que le 13 novembre a changé en nous ». Et Jean-Sébastien Ferjou est resté à mes côtés, directeur du site Atlantico, éditorialiste pour Sens Public. On est évidemment dans le souvenir, Manuel Valls, 10 ans après. Quelles images, quels visages vous accompagnent toujours ? Est-ce qu'il y en a beaucoup, finalement ? Tous ces visages, tous ces témoins, tous ces témoignages, et forcément, je me suis toujours imposé de parler, de rappeler l'importance de faire toute la place aux victimes. Mais nous en parlerons. Mais le premier choc dans cette soirée, avec tellement d'événements, dans la confusion, c'est précisément la première rencontre avec les victimes, c'est-à-dire largement après minuit, après le Conseil des ministres et l'intervention du chef de l'État devant les Français. C'est boulevard Richard Lenoir, les blessés, les moins graves, qui étaient accueillis par les services de santé, de sécurité civile, qui ont fait un travail tout à fait. Donc là, on est dans le quartier du Bataclan. On est dans le quartier du Bataclan, pardon. Et ensuite, on monte la rue Oberkampf. Et sous les porches aussi, des spectateurs du Bataclan, avec les couvertures de survie qui étaient hagards, accueillis, mais beaucoup sont d'ailleurs rentrés chez eux. Et la discussion avec le procureur Molins. Nous ne sommes jamais rentrés, contrairement à ce qui a été dit François Hollande, Bernard Cazeneuve ou moi, au Bataclan. Mais lui était rentré, il est rentré plusieurs fois au cours de cette soirée, de manière très méthodique, très clinique, avec une voix blanche, mais très professionnelle. Il nous a dit ce qu'il avait vu, et cela vient d'être rappelé par l'un des témoins directs, les corps et les sonneries des téléphones. Et ça m'est resté, parce que c'est le premier rapport, la première relation avec la réalité, puisque maintenant c'était des chiffres, c'était des nouvelles terribles. Une seule bonne nouvelle dans la nuit, c'est les otages qui ont été délivrés par la BRI, là où ils étaient retenus. C'est la seule, mais sinon c'était évidemment des informations concernant les attentats les uns après les autres et le nombre de victimes qui augmentait dans la soirée. Oui. Denis Péchanski, on est 10 ans après. À quel point la mémoire, alors il y a la mémoire individuelle, on vient d'entendre Gaëtan, il y a ceux qui étaient aux terrasses, au Stade de France, au Bataclan, il y a aussi les soignants, les policiers, tous ceux qui sont venus à leur secours, il y a leur mémoire individuelle, et puis il y a notre mémoire collective. À quel point c'est vif, c'est encore vif d'après vous, ça ? Oui, c'est vif, et on le voit là, puisqu'on a mené, c'est unique, bon, on n'a pas du tout cherché à faire quelque chose d'unique au monde, mais dans les faits, d'abord d'interroger sur les questions mémorielles d'emblée, dès l'été 2016 avec le Crédoc, et ensuite on a 8 sondages au total sur les 8-9 ans, là, ce qui fait qu'on peut voir très précisément l'évolution. Le longitudinal est en fait au cœur de notre travail, et en particulier, on voit la centralité du 13 novembre dans l'opinion. Et même si ça avait tendance à baisser, arrive le procès, et là, remontée spectaculaire de la référence au 13 novembre, quand par exemple on demande quels sont les actes terroristes qui vous ont le plus marqué depuis l'an 2000. Est-ce qu'on pense, là on essaye de comprendre notre mémoire collective, 13 novembre, est-ce qu'on pense Bataclan, presque plus que 13 novembre ? Eh bien, c'est le problème de la mémoire, c'est qu'elle est sélective, elle fonctionne avec l'oubli, et qu'on doit aller contre ce processus que j'appelle de condensation mémorielle, qu'on voit déjà les attentats, la place de Nice. Nice, au début, l'horreur de cet attentat du 14 juillet 2016, qui, 6 mois plus tard, dans les sondages apparaît, non pas aussi haut que les autres, mais quand même significativement haut, mais encore un an et demi plus tard, et c'est l'effondrement. C'est donc la double peine. Non seulement on a subi ce qu'on a subi, mais en plus on sait qu'on est oublié.
Eh bien, la même chose quand on pose la question quels sont les lieux du 13 novembre. Au début, très haut Bataclan, par son caractère très spectaculaire et le fait qu'il y ait eu le plus de morts dans cette soirée, mais vous avez quand même significativement évoqué le Stade de France et les terrasses. 2 ans plus tard, on a la même question posée, effondrement des références au Stade de France et aux terrasses, et on a le même principe comme conséquence de la double peine. C'est là où on voit comment la mémoire collective impacte aussi sur la santé psychique des individus, parce qu'on a besoin d'un environnement favorable pour pouvoir se reconstruire. Et justement, Charlotte Pirette, vous êtes allée à la rencontre notamment des victimes des attentats, de tous les attentats, pas seulement le Bataclan. Est-ce que ce que décrit à l'instant Denis Péchanski, ils vous l'ont exprimé? Est-ce qu'ils verbalisent ça, ce sentiment de double peine? Comment vous le recevez, ça? Ils me l'ont verbalisé, effectivement. Ouais. Ils l'ont aussi verbalisé pendant le procès. Toutes les victimes qui sont venues déposer à la barre, elles étaient 415 au total. Les victimes du Stade de France ont beaucoup indiqué ça. C'est des victimes oubliées. Et c'est vrai, beaucoup étaient des familles serbes, vendeurs d'écharpes, avec des blessures catastrophiques qui ont été totalement passées sous silence. Et vendredi dernier, on était encore en direct sur France Inter pour une émission spéciale en direct de la Belle Équipe. Et le patron de la Belle Équipe, des cafés-restaurants, était pourtant celui qui a été le plus gravement touché, 21 morts sur la terrasse de la Belle Équipe, nous disait aussi ça. On parle tout le temps du Bataclan, et c'est vrai que moi, 1000 fois, j'ai entendu les attentats du Bataclan en essayant, avec mon rôle de journaliste, de corriger ça. Donc oui, c'est une réalité. Malgré tout, les attentats du 13 novembre, les victimes ont cet avantage d'avoir un attentat qui est identifié par tous aujourd'hui, auquel tout le monde fait référence, et on sait de quoi il s'agit, parce que vous parlez effectivement de Nice, mais alors je vous parle même pas de Strasbourg, de la gare Saint-Charles, de Magnanville, et ainsi de suite, puisque ça a été des années catastrophiques pendant lesquelles, effectivement, c'est des attentats que tout le monde a oubliés, parce que il y a un effet humain assez sain aussi, qui fait qu'on a parfois besoin d'oublier l'horreur et que on se fixe sur certains points en particulier. Et peut-être parce qu'il y a eu des travaux psychologiques qui le montraient, il y a aussi des gens qui restent traumatisés simplement par le fait d'avoir été exposés à travers la télévision. Il y a des gens qui souffrent de traumatisme, de stress post-traumatique. Alors, évidemment que ça n'a rien à voir humainement avec des gens qui étaient présents. Il ne s'agit absolument pas. Non, mais ça existe aussi dans les tréfonds de la société française. C'est le principe de l'onde de choc et c'est ce que vise le terrorisme. Non, mais avec un vrai traumatisme, c'est ça que je voulais dire, pas juste... Ça, c'est très important à noter, parce qu'on a dit souvent, oui, il faut une charte, et il y a une charte de bonne conduite dans les médias pour dire ce qu'il ne faut pas évoquer. C'est pas indispensable de parler de la chambre froide où se trouvent un certain nombre de personnes ciblées alors que le terroriste est encore à l'action. C'est pas non plus indispensable de tendre le micro à Nice sur la promenade des Anglais parce qu'il y a un monsieur totalement effondré avec sa femme morte, le gamin mort à côté, et lui demander comment ça va. Mais ça, c'est évident. Mais ce que vous notez, ce qui est très important à relever, c'est qu'en fait, on a un mécanisme de ressassement qui reproduit le ressassement typique du trouble de stress post-traumatique. Parce que quand on repasse toujours les mêmes images en boucle, et qu'on attend, et j'étais le premier à le faire, j'attendais les suivantes pour savoir ce qui allait se passer, et on me remet encore les images, et on refait ça des jours, et ça c'est catastrophique, parce que la caractéristique du trouble de stress post-traumatique, c'est le ressassement d'images inclusives comme ça. Oui. Et pour des personnes qui sont faibles, éventuellement, eh bien, ça va réveiller des troubles anciens ou créer des pathologies proches du trouble de stress post-traumatique. Après, il y a aussi la question des commémorations. La France qui rend hommage depuis plusieurs jours aux victimes du 13 novembre. Par exemple, lors de cette marche de l'égalité à Paris qui reliait les lieux où les commandos du groupe État islamique ont tué et blessé des centaines de personnes, la vice-présidente de l'Association française des victimes du terrorisme explique pourquoi il faut retourner, continuer de s'approprier ces lieux.
forcément, ça fait sens pour nous de passer devant les lieux qui ont été impliqués par ces attentats, histoire de remettre une vague un peu positive sur ces lieux trop souvent soit oubliés, soit les gens ont peur de passer devant ces lieux. Mais au contraire, il faut repasser devant ces lieux. C'est comme le Bataclan, les gens ne veulent pas retourner au Bataclan, il faut retourner. Pour moi, c'est un acte de résistance. C'est exactement... ne pas passer à côté de ces lieux, c'est renier un peu notre devoir de mémoire aussi. Est-ce qu'il faut, Manuel Valls, question très simple sur, par exemple, le Bataclan, pardon de faire ce focus, mais est-ce qu'il faut retourner au Bataclan? Est-ce qu'il faut aller voir des concerts au Bataclan? La question s'est posée très vite après, 2 ans après, puisqu'il y a eu un concert avec beaucoup de monde. J'y étais. Je n'étais pas rentré au Bataclan le 13 novembre au soir, j'étais allé avant, parce qu'il y avait des concerts, des réunions politiques. Moi, je ne suis pas une victime, et le rôle des politiques n'est pas le même que celui qui ont vécu directement dans leur chair ou dans leur psychologie ces moments terribles, mais j'étais très mal à l'aise. Et d'ailleurs, quand je suis sorti, je me rappellerai toute ma vie, je me suis fait interpeller par un fan, un adepte du Dieudonné. Donc j'ai trouvé qu'il se passait là quelque chose et je ne suis pas revenu depuis. Mais oui, il faut que une salle de spectacle, elle vit. D'ailleurs, ceux qui en avaient la charge s'étaient beaucoup posé la question. Il y a eu régulièrement des concerts. Mais pour élargir le propos, moi j'ai pris conscience qu'on était dans une autre dimension en termes de victimes. Et ça a été en effet ce 13 novembre, mais notamment le lendemain, quand à l'école militaire, je me suis rendu sur place, où on accueillait, vous en parlez dans votre podcast, on accueillait les victimes, et plutôt les familles des victimes qui ne savaient pas quel était le sort de leurs proches. C'était un moment évidemment épouvantable, parce que certaines des familles ont appris qu'un proche, un père, un frère, un fils avait été tué sur le terrasse ou au Bataclan. Et donc toute la dimension victimaire a changé. On avait des associations courageuses de victimes de tous les attentats que nous avions connus, mais jamais avec ce niveau, cette masse, c'est-à-dire des centaines de victimes directes, tués, blessés, les proches, mais toutes les autres, c'est-à-dire des milliers. C'est-à-dire on s'est retrouvés au même niveau que d'autres pays. Je pense à mon pays d'origine, l'Espagne, où il y a déjà des associations de victimes qui existent depuis des années, 880 morts de l'ETA, et puis l'attentat de 2004 à Atocha, à Madrid, là aussi des dizaines de victimes. Donc il faut cet accompagnement. Et moi je trouve que le travail qui a été fait par Denis Péchinski et d'autres, le travail de la presse, bien évidemment, le procès, on en parlait juste avant d'entrer, qui a joué un rôle évidemment essentiel, une catharsis d'une certaine manière, collective, mais aussi pour chacune des victimes. Tout ça montre que la société française, à travers ses différentes composantes, était capable de le faire, et ces cérémonies, celles de demain, elles sont très importantes pour les victimes elles-mêmes, bien évidemment, mais pour la société. Réaction de Sybille, merci de participer à notre débat comme tous les soirs. C'est triste de se dire que certaines personnes n'osent plus aller à un concert ou boire un verre dehors. Est-ce que les terroristes ont pu gagner une partie en nous volant cette liberté-là? Charlotte Piret, moi j'ai eu le sentiment, enfin en tout cas dans mon souvenir, je vois des Français, des Parisiens aux terrasses des cafés le lendemain ou le surlendemain, justement disant on est là quoi, et on ne va pas arrêter de changer de mode de vie. Mais toutes celles qui ont été visées se sont relevées parce qu'elles ont tenu à le faire. Le Bataclan, dès qu'il a été réhabilité, a réorganisé des concerts. Il y en avait un hier, il se trouve que j'ai reçu des photos depuis l'intérieur de la salle et l'ambiance, paraît-il, était très belle et très pleine de vie, donc c'est ce qui a été choisi. Je pense qu'il y a eu ce sursaut collectif porté par les victimes elles-mêmes et porté par la France en général, de dire que ces valeurs-là, qui avaient aussi été attaquées à travers ces personnes-là, on voulait collectivement les garder vivantes. Donc oui, bien sûr, il y a eu très vite ces moments, et puisqu'on commence à tout doucement à effleurer l'idée du procès, au moment du procès, il y a eu un concert au Bataclan, par exemple, où énormément d'acteurs du procès sont allés. Il y avait des rassemblements très régulièrement à la brasserie qui se trouve en face du palais de justice, et aussi tout ça qui s'est joué pendant ces moments-là. Denis Péchinski. Une toute petite nuance, c'est que pour les personnes qui sont atteintes, et ça dure malheureusement, le trouble de stress post-traumatique, c'est pas simplement les images intrusives qui vous viennent et
ne savait pas comment gérer ça, complètement décontextualisé, le canon du Kalachnikov, une flaque de sang, mais c'est aussi l'évitement. C'est-à-dire que vous allez tout faire pour empêcher la survenue de ces images intrusives. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas dans les restaurants, vous n'allez pas dans les salles de spectacle, et vous n'allez même pas dans les transports en commun. Et ça peut durer des mois, et quelquefois des années. Vous évoquez ce stress post-traumatique. Effectivement, c'est tout le travail que vous avez mené avec ce programme 13 novembre que vous avez co-dirigé. Alors, vous avez suivi comme ça des victimes d'année en année. Elles ont témoigné, et ça a été utilisé dans un documentaire réalisé par Valérie Mans et produit par l'INA. Et je vous propose un premier extrait, témoignage de Coralie, rescapée du Bataclan 2016, 2018, 2021. Est-ce que vous vous souvenez de la première chose que vous avez pensée, enfin de la première pensée qui vous a traversée? On va mourir, tout simplement. Pour moi, c'était ça. Pour moi, il n'y avait aucune issue, vraiment. Il faut s'allonger, donc comme j'ai mis du temps, en fait, je me suis retrouvée sur des gens, comme une sorte de bouclier. J'ai vu une gamine mourir à côté de moi. Depuis le 13 novembre, penser à ces événements a-t-il pu déclencher chez vous des réactions physiques? Tremblement ou sueur froide. Ces sensations ou ces images sont-elles survenues encore ce dernier mois? Oui. Plusieurs fois dans le même mois. Depuis le 13 novembre 2015, est-ce qu'il a pu vous arriver que des images ou des pensées liées à ces événements vous reviennent d'un seul coup en dehors de votre volonté? Oui. Est-ce qu'elle vous semble parfois si vive ou détaillée que vous avez l'impression de revivre la scène? Oui. Voilà, extrait de ce documentaire 13 novembre, Nos vies en éclats, donc produit par l'INA, qui est disponible sur la plateforme France.tv. Pour bien comprendre, Denis Péjanski, c'est les mêmes questions qui sont posées année après année au même témoin. Le design d'emblée était se dire, on l'a appelé Étude 1000, c'est l'un des volets du programme. Honnêtement, c'était un projet un peu fou, c'était juste après le 13 novembre, il fallait qu'on réagisse, et on travaillait sur les questions mémorielles, déjà en transdisciplinarité, moi sciences humaines et sociales, Francis Eustache en neurosciences, et de mon côté, je dis, allez, on va faire 1000 entretiens, 4 fois en 10 ans, et si possible, études longitudinales, retrouver les mêmes. Déjà, en avoir 1000... du plus proche au plus lointain de l'événement, c'était compliqué en 2016, mais après, il fallait les retrouver 18, 21, et là, on attend évidemment la dernière étape, 26, mais l'intérêt, c'est qu'en fait, 80% à chaque étape sont revenus. C'est pour ça qu'on voit comme ça les trois moments qui sont déjà visibles, et on voit les évolutions et aussi les constantes, et ça rend pas le jugement forcément très, très optimiste à l'arrivée, mais c'est cette réalité-là. Et en tout cas, on pose toujours les mêmes questions à toutes les personnes. Et c'est ça qui est passionnant, parce qu'on arrive à repérer, y compris les mots qui sont utilisés. Ça a été les premières études d'analyse lexicale, statistique de vocabulaire, les mots qui sont plus spécifiques de tel sous-groupe que tel autre. Par exemple, ça pourra peut-être vous surprendre, mais les mots peur et guerre sont surutilisés, donc beaucoup plus que la moyenne, par ce qu'on appelle le cercle 4, c'est-à-dire les personnes de 3 villes de province, Caen, Metz, Montpellier. Voilà. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres, où que les hommes et les femmes n'utilisent pas les mêmes mots pour répondre exactement aux mêmes questions. Donc voilà, il y a toute une série de pistes comme ça qui sont explorées, et d'une certaine façon, même si à l'origine c'est vraiment une démarche scientifique, mais à partir du moment où vous faites le choix de l'audiovisuel avec les moyens de l'INA, qui a capté les témoignages, les images de l'armée, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on participe aussi de la patrimonialisation de la mémoire du 13 novembre. Effectivement, avec la question de cette, alors je ne sais pas quel terme employer, mais étiquette de victime qui pèse aussi sur ces femmes et ces hommes. Je vous propose un autre témoignage. C'est le président, il s'appelle Arthur Desnouveaux, c'est le président de l'association Life for Paris, c'est rescapé de l'attaque terroriste du Bataclan, qui différencie en fait les souvenirs de ce soir-là
il dit d'une netteté absolue. Et puis, tout le reste, procès y compris, puisqu'on va parler du procès, écoutons-le. Il y a 2 phénomènes assez bizarres, c'est cette soirée-là reste hyper nette. Tous les 13 novembre depuis, on fait les mêmes commémorations, et ça ressemble à ce film Un jour sans fin. Tout ça, il n'y a aucune distance avec ça. Tout le reste, le procès, toutes les choses qui sont arrivées entre-temps et qui sont liées au 13, elles, je les vois s'estomper assez naturellement. Par exemple, le procès me paraît loin, les premières réunions avec les avocats me paraissent hyper loin, mais cette nuit-là, et toutes les commémorations, ça reste comme c'était hier. Et d'ailleurs, cette association, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi le témoignage d'Arthur Desnouveau, elle a choisi, Life for Paris, elle a choisi de se dissoudre. Alors, toutes les associations ne sont pas dans ce cas-là, Charlotte Piret, mais voilà, on peut le comprendre. Là, il y a un poids que les victimes essayent d'alléger d'une certaine façon. En fait, il y a 2 associations principales sur les victimes, et si on trace un gros trait, il y a l'association 13-11-15 Fraternité et Vérité qui regroupe plutôt des familles endeuillées, et Life for Paris, dont Arthur Desnouveau est le président, qui regroupe plutôt des survivants. Et ça dit aussi quelque chose dans la manière dont ils appréhendent et ils gèrent leur traumatisme. Life for Paris a annoncé au moment du procès qu'ils envisageaient une dissolution pour les 10 ans. Ça arrive, ça a été confirmé. Notamment, alors ça ne s'est pas fait sans heurts, beaucoup de leurs adhérents ont véhiculé l'idée qu'ils perdaient une sorte de béquille, un doudou, certains ont dit, un filet de sécurité. Malgré tout, l'idée a cheminé dans leur tête, et donc finalement, c'est ce qui va se passer là dans les prochaines semaines, avec cette idée que le collectif très fort qui s'est créé, parce que ça a été un élément fondateur et très important pour toutes ces victimes-là qui se sont retrouvées et qui ont pu cheminer ensemble, et cette idée de collectif est très forte, que ces liens-là, ils perdureront quoi qu'il arrive, ceux qui ont importé, et que finalement, la structure de l'association est peut-être moins nécessaire aujourd'hui. Certains utilisent l'idée de victime à la retraite, voilà, pour dire un petit peu ce qu'elles aimeraient devenir désormais, c'est-à-dire pas uniquement ça. Oui, chacun trace son chemin comme il le peut. Mais voilà, encore une fois, il y a une diversité. Quand on dit les victimes, c'est très particulier, parce que vraiment, d'une victime à l'autre... Et de ne pas être victime à vie. Chaque chemin est différent. Leur idée, et en même temps, effectivement, de souligner l'importance de ces associations pendant toutes ces années-là pour participer à la reconstruction, justement pour sortir du trauma. L'environnement est décisif pour sortir du trauma. Question-réaction de Gaël de Lyon. Est-ce que parler du traumatisme encore et encore, ça aide à guérir, ou au contraire, ça le ravive? Et je voudrais, merci de ce témoignage, ouvrir on a commencé à en parler, mais vraiment le chapitre, on va dire, judiciaire, ce procès qui a duré 10 mois. Manuel Valls, vous disiez catharsis. Sauf que je me réfère au témoignage de Gaëtan qui a ouvert notre débat, qui dit le procès, voir leur visage, revoir leur visage, parce qu'il y a beaucoup de victimes qui ont vu le visage des terroristes. Donc c'est à la fois un moyen de se reconstruire et peut-être aussi une épreuve, un procès comme celui-là. J'ai entendu beaucoup de témoignages de victimes présentes au procès, et pour l'immense majorité, cela a été une étape indispensable, utile. Après, chacun, j'imagine, la vie avec ses mots dans tous les sens de l'écriture, mais c'était très important, et avec une autre dimension, c'est moi qui la rajoute, c'est-à-dire que la société française, qui de mon point de vue a tenu bon il y a 10 ans, a fait aussi une démonstration de ce qu'est une société démocratique, un état de droit capable pendant 10 mois de juger terroristes qui étaient là, évidemment. De respecter les droits de la défense. La défense a fait d'ailleurs, il faut bien le dire, un travail de très grande qualité, y compris dans la relation avec les autres conseils et surtout avec les victimes. Donc c'était important pour la société française, parce qu'il y a une autre dimension, je ne sais pas si nous l'abordons, mais je veux uniquement la souligner, c'est que là, on parle évidemment du 13 novembre, il y a tous les autres attentats, ça a été rappelé, et les 10 années de l'attentat de Nice devront être rappelées avec toute la force nécessaire pour pas qu'on l'oublie. Parce qu'il y a aussi une dimension, en France, ce qui se passe à Paris est essentiel, ce qui n'est pas à Paris est d'une autre nature, et Nice, ça a été évidemment un basculement aussi effrayant, mais parce que nous sommes confrontés depuis à d'autres attentats, qu'il y a d'autres victimes, et que malheureusement, la menace terroriste liée à l'islamisme, il y en a d'autres bien évidemment, mais celle liée à l'islamisme, elle est là et elle frappe. Il y a actuellement un procès en Allemagne suite
un attentat qui ressemble à celui de Nice à Magdebourg. Il y a eu une attaque d'une synagogue à Manchester. Et évidemment, il y a eu nos propres attaques ici. Donc il reste aujourd'hui toujours cette menace, ce danger, et des gens, des Français, qui sont évidemment marqués, traumatisés. Et je ne parle même pas des victimes directes ou des entourages. Évidemment. Et ce sera le thème de notre débat demain, puisqu'on consacrera également une partie de notre émission à l'état de la menace terroriste aujourd'hui dans notre pays. Sur ce procès, autre témoignage, celui d'Aurélie Sylvestre, c'est la compagne de Mathieu Giroux qui est décédée ce soir-là au Bataclan. Oui, ça m'a permis de ranger ma chambre, vraiment. Ouais, cette impression de... C'est-à-dire que les temps psychiques sont longs. Moi, j'ai beaucoup dit que pendant 6 ans, j'avais géré mon chagrin pendant tout le temps de l'enquête. Je me suis pas du tout intéressée à l'enquête. Je me suis pas du tout intéressée à la procédure, etc. Quand le procès a commencé, je me suis dit que voilà, il était temps de m'emparer de l'histoire qui était la mienne. Et c'était le bon moment, voilà, pour ça. Ce procès, Charlotte Piré, que vous avez suivi évidemment pour France Inter, ça a été effectivement quand même d'abord une catharsis ? Alors, il faut rappeler une chose, c'est qu'il y a 415 victimes qui ont témoigné au procès. Elles étaient 2400 parties civiles. Donc, effectivement, ça a été important pour certaines. Certaines se sont tenues totalement éloignées de ce procès. N'ont pas voulu y participer. Et n'ont pas voulu y participer, n'ont pas souhaité témoigner. D'autres n'avaient pas prévu de le faire et en voyant la parole se déposer à la barre, c'est vraiment dans cette idée-là, on vient déposer quelque chose dans les mains d'un tiers dans la justice et c'est quelqu'un d'autre qui va prendre en charge aussi une partie de son traumatisme, ont voulu témoigner. D'ailleurs, c'est pour ça qu'une nouvelle salve, si je peux me permettre, de témoignages a été organisée à la fin du procès au mois de juin. Aurélie, que j'ai la chance de bien connaître aujourd'hui, elle est représentative d'une chose, elle ne voulait pas venir à ce procès. Elle arrive un peu par hasard parce qu'elle accompagne une autre victime, elle ne voulait pas en être et moi je la connais avant le procès et je l'aperçois ce premier jour où il y a un monde fou, elle s'assied tout au bout, tout au fond de cette immense salle, toute petite, un peu cachée, etc. Et puis je vais la voir au fur et à mesure de ces 10 mois, de ces 149 jours d'audience, avancer physiquement dans cette salle pour finir quasiment au premier rang et avoir été une des actrices principales de ce procès. Et aujourd'hui, d'ailleurs, depuis ce procès, parce que c'est ça qui a suscité ça en elle, elle va témoigner dans les classes, elle va témoigner à la PJJ devant des jeunes délinquants, elle va même témoigner en prison face à des personnes condamnées pour terrorisme. Le procès a suscité ça. C'est un chemin de reconstruction, encore une fois, mais c'est vrai que pour beaucoup de victimes, celles en tout cas que j'ai vues, moi, j'y étais tous les jours, et celles que j'ai vues s'accrocher finalement, je pense qu'elles y ont trouvé, si ce n'est des réponses précises, en tout cas des aides à leur reconstruction personnelle. Alors, puisqu'on parle du rôle de la justice, on a appris il y a quelques jours que Salah Abdeslam, donc est condamné à la perpétuité incompressible, je le rappelle, pour sa participation aux attentats, il a ouvert la porte à une procédure de justice restaurative. Ça pose question et on va en parler pour déjà vous expliquer de quoi il s'agit avec Audrey Vétas tout de suite. Rebonsoir Audrey, donc justice restaurative, de quoi s'agit-il ? Eh bien Thomas, de permettre à des auteurs et des victimes ou des proches de victimes d'infractions pénales de se rencontrer et de dialoguer. Pour les victimes, ça permet de donner du sens à ce qui n'en a pas forcément. Pour les auteurs, ça peut être une prise de conscience de l'impact de leurs actes. Alors c'est quelque chose qui se prépare parce que ça peut raviver évidemment des traumatismes, ça prend de longs mois et il faut un encadrement par des professionnels. Et puis il y a un impératif, l'auteur doit avoir reconnu les faits. Thomas, vous en avez peut-être entendu parler au moment de la sortie du film « Je verrai toujours vos visages » dont on voit l'affiche de Jeanne Herry qui a mis justement en lumière ce dispositif. Quoi qu'il en soit, la justice restaurative ne remplace évidemment pas la justice pénale, elle la complète. Il n'y a pas de remise de peine non plus pour les auteurs qui voudraient participer à ces dispositifs. Est-ce que c'est répandu dans notre pays ? Alors en France, c'est très confidentiel. La pratique émerge depuis une dizaine d'années. Elle ne mobilise qu'1% du budget qui est consacré en France à l'aide aux victimes. En revanche, elle est couramment appliquée en Espagne, en Belgique ou encore au Canada. Alors on peut être choqué d'entendre que Salah Abdeslam ouvre cette porte. Qu'en pensent les victimes ? Alors, petite précision, on est très loin pour l'instant de réunir les conditions qui font que ces échanges pourraient avoir lieu. Mais sur le principe, eh bien, les victimes sont partagées. Georges Saline, le père d'une des victimes du Bataclan, s'est dit prêt à rencontrer Salah Abdeslam. Il avait d'ailleurs failli le faire en Belgique et il avait lancé l'idée devant la Cour d'assises spéciale de Paris en 2021. D'autres sont plus mitigés car ils estiment que le terrorisme, ce n'est pas une infraction pénale comme les autres. Écoutez. Nous, c'est une idéologie qu'on a en face de nous. Et moi, ça a été la vraie difficulté, que ce soit M. Abdeslam ou l'autre. J'ai pas l'impression de parler à un individu, je parle à une idéologie. Et donc, elle peut pas me répondre. Si vous me mettez face à Salah Abdeslam, en fait, après l'avoir vu 10 mois, je ne sais pas de quoi lui parler. Je n'ai pas à le faire. Aller parler à d'autres djihadistes, peut-être.
Mais en tout cas, quel est mon lien avec Abdeslam? Moi, j'estime que j'en ai pas. François Molins, qui était procureur de la République de Paris au moment des attentats, est aussi dubitatif vis-à-vis de la démarche de Salah Abdeslam. Écoutez. Pour moi, ce n'est pas véritablement l'image qu'il avait donnée au cours du procès. Je suis étonné. Encore une fois, ça ne correspond pas du tout à l'image qu'il a pu donner au cours des 9 mois d'audience. Alors, dernière précision, Thomas, indépendamment des déclarations de Salah Abdeslam, sachez que le parquet national antiterroriste a lancé un comité de pilotage qui doit se mettre en place en cette fin d'année pour réfléchir aux conditions qui feront que des victimes et des auteurs d'actes terroristes pourront à l'avenir se rencontrer. Merci beaucoup Audrey. Que vous inspire, Manuel Valls, cette hypothèse ? Je suis assez dubitatif. D'abord, ça existe, c'est vrai, dans d'autres pays, y compris pour des infractions liées au terrorisme, et le terrorisme basque, je pense, et encore, c'est extrêmement controversé. Ça dépend des associations, ça dépend des individus, ça dépend de chacun. Mais là, on est face à une idéologie particulière, c'était dit par Arthur de nouveau, c'était dit, on est face à une idéologie très particulière, à des individus pour beaucoup ont été tués lors de cette nuit du 13. Il n'y a que cette figure de ce terroriste. J'essaie de ne pas trop citer les noms parce qu'on se rappelle à la fin plus les noms des terroristes que des victimes. Mais il fait l'objet d'une procédure pour en plus dans ce moment-là. Une clé USB, donc je peux comprendre moi toutes les démarches, et puis surtout s'il y a des victimes qui le souhaitent, je suis très respectueux de leur démarche. Mais face à l'idéologie qui est celle de l'islamisme, où au fond il n'y a pas de négociation possible. Ils vont se repentir de quoi? C'est un acte individuel, mais quel est le sujet? Alors que dans d'autres pays, oui, il y avait des revendications territoriales, ça n'excuse absolument rien, mais elles étaient politiques, elles pouvaient même faire l'objet de discussions et de négociations. Là, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. Donc je pense que c'est une impasse, et j'écoutais Rist, qui lui a été victime aussi de l'attentat au sein de la rédaction de Charlie, et qui, avec beaucoup de fermeté, avec un raisonnement politique, disait son incompréhension, en tout cas le fait qu'il était extrêmement opposé à cela. Jean-Sébastien, rapidement. Oui, mais justement, parce que Rist disait, il y a quelque chose de pervers dans la publicité donnée à sa démarche. Il appartient aux victimes de décider si elles souhaitent ou non, si ça leur paraît utile ou pas. Mais la publicité donnée à cette démarche, c'est faire porter le poids sur les victimes. En quelque sorte, si elles le refusent, c'est elle qui refuserait de s'inscrire, comme s'il y avait quelque chose, et vous soulignez, à négocier avec une idéologie qui, quoi qu'il en soit, nous a désignés comme ennemis. Et c'est vrai que je parlais de cette clé USB, c'est une clé de propagande officielle d'organisation terroriste. On peut douter de sa volonté d'apaisement. Je ne sais pas quel est votre avis. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que ça ne date pas d'hier, cette volonté, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Le premier pas, il a été fait par les victimes elles-mêmes au cours du procès. Il y a notamment une victime qui nous l'a raconté hier sur l'antenne de France Inter, qui est allée parler directement dans le box à Salah Abdeslam parce qu'elle a souhaité échanger avec. Et les démarches, qu'elles soient de Georges Chaline ou d'autres, parce qu'il y en a eu d'autres qui ont eu lieu plus facilement en Belgique, parce que de fait, la Belgique a une longueur d'avance sur le sujet. Il y a des victimes des attentats du 13 novembre qui ont rencontré d'autres accusés des attentats du 13 novembre, et pas n'importe lesquels, des personnes comme Sofiane Ayari qui ont été des cadres de l'État islamique. Je pense que ces victimes, dans leur démarche, et l'idée n'est nullement de dire que ça doit être quelque chose de généralisé, je ne les ai jamais entendues dire ça, ni aucune. C'est un chemin de reconstruction particulier, là encore. Je ne pense pas qu'elles viennent chercher ni un repentir, ni un pardon. Je pense qu'elles viennent juste chercher une forme de dialogue. Mais ce que je veux dire, c'est que ça vient... Principalement, c'est une démarche qui vient des victimes envers ces accusés plutôt que l'inverse. C'était dans ce sens-là que je tenais à faire. Alors, je voudrais, il nous reste quelques minutes, le temps a filé très vite, mais qu'on se pose la question de l'état de notre société. On est dans un moment de communion nationale, dans la mémoire du deuil. Jean-Sébastien, vous dites que cette communion, elle masque un certain nombre de lézardes profondes de la société française. Oui, bien sûr, parce qu'on est dans un moment de souvenir, c'est évident, donc pas dans un moment de polémique, de grille d'analyse polémique, de souvenir, déjà parce qu'une enquête IFOP montre qu'une majorité de Français se souvient précisément de l'endroit où elle était ce soir-là ou de ce qu'elle était en train de faire, et c'est encore plus valable pour les Parisiens. Mécaniquement, il y a quand même une dimension politique, ne serait-ce que parce qu'en face, il y a un ennemi, il y a une idéologie, on était en train d'en parler à l'instant, qui a choisi que ce soit une action politique. L'effacer, c'est en quelque sorte aussi ne pas rendre justice à une partie de ce qu'attendent les victimes.
quand on regarde la même enquête IFOP, le sentiment qui prédomine 10 ans après, ça reste la colère devant la peine et assez loin devant la peur. Ça montre quand même qu'il y a cette dimension qui est politique là encore. Et puis les terroristes, de toute façon, leur stratégie est toujours la même, c'est viser le ventre mou des opinions pour forcer chacun à prendre un camp. Et ça, malheureusement, il y a des études psychologiques, notamment qui ont été faites aux États-Unis, qui montrent que c'est une stratégie assez efficace. Donc se poser la question du bilan politique, en quelque sorte, 10 ans après, c'est une question légitime. Concrètement, en quoi la société française elle a été changée par ces attentats, d'après vous ? C'est vrai que là, on voit un moment de communion nationale, d'expression de solidarité, et c'est très bien qu'il en soit ainsi. Malheureusement, on peut quand même raisonnablement se dire que les terroristes n'ont certainement pas gagné la guerre, mais peut-être atteint une partie de leurs objectifs, je vous en parlais à l'instant, en forçant une forme de polarisation ethnico-religieuse, en quelque sorte, de la société française. Et là encore, la Fondapol, l'Institut Jean Jaurès, l'Institut Montaigne ont travaillé sur ces sujets-là. J'imagine que vous avez travaillé aussi en voyant comment chacun s'identifiait dans la société française. Et on voit qu'on est un peu renvoyé chacun à des origines ou à l'idée qu'on se fait de ce qu'est la France, de ce qu'est la République et de ce qu'est la laïcité. Même le fameux « Je suis Charlie » est devenu maintenant polémique. Regardez, Miss France 2025 a raté son mandat à cause d'une polémique après qu'elle avait dit qu'elle n'était pas Charlie. Donc ces questions-là, elles sont au cœur du débat public. Certains, comme Pascal Bruckner, disent que la culpabilité ne fait qu'aggraver finalement les choses. D'autres considèrent que la manière dont l'État a choisi de répondre avec à la fois des politiques pour éviter les discriminations ou pour éviter la radicalisation et le séparatisme ne font elles-mêmes qu'aggraver le problème. Alors c'est pas l'objet ce soir de trancher dans ces débats-là, mais c'est évidemment un sujet hautement politique. Denis Péchanski, votre avis sur cette polarisation de la société française ? La polarisation, elle apparaît dans les sondages, dans ce qu'on fait au fur et à mesure des années. Mais ce qui me frappe, moi, c'est finalement à la fois une exemplarité de la procédure judiciaire-policière qui a conduit à un procès qui a été exemplaire et qui a participé à la construction d'une mémoire collective. Et ce qui je trouve toujours original, c'est que finalement, vous, comme journaliste, vous êtes appuyé sur des témoignages individuels pour construire un récit qui est largement un récit partagé par tous les journalistes. Vous avez un super boulot, c'était pas pour vous envoyer des fleurs, mais au bout du compte, vous renvoyez par les médias un grand récit. Ce grand récit participe à la construction d'une mémoire collective qui elle-même va être appropriée par les individus. On a une dialectique là qui est claire. Et je voudrais dire simplement, elle est exemplaire, cette démarche et le procès est exemplaire. Et on en a une trace, c'est que le 11 septembre 2001 aux États-Unis, il n'y a pas de procès. Il faut dire, quand vous envoyez un certain nombre de responsables à Guantanamo, c'est compliqué après de les juger. Donc il n'y a pas de procès vraiment. Et comme par hasard, vous avez une explosion des thèses conspirationnistes. En France, où on est quand même assez doué aussi dans le conspirationnisme, ça n'est absolument pas présent, ou à la marge, dans certains sites islamistes, on était un peu ciblés aussi, donc on sait, mais vraiment à la marge. Et ça c'est une victoire de la démocratie. Et en même temps, on vit une crise d'identité sociale et nationale que vous avez évoquée, de fait, et qu'on retrouve à différents moments de l'histoire, qui fait que la situation aujourd'hui n'est pas la même que la situation qu'on connaissait en 2015-2016. Voilà. Et donc, ça évolue avec des constantes, mais quand même là, une interrogation sur... effectivement, les fractures aujourd'hui dans la société française. Un dernier mot, tiens, une dernière question. Virginie de Saint-Maur-des-Fossés, et je pense que c'est important de terminer là-dessus. Comment expliquer à mes enfants ce qui s'est passé ce soir-là sans leur faire peur pour toujours ? Je sais que vous avez travaillé sur cette question, Charlotte. C'est un vrai enjeu, et j'allais le dire, c'est pour toutes ces questions, moi je trouve qu'au moment de ces 10 ans, il s'ajoute l'enjeu générationnel de la génération d'après. J'ai eu la chance, dans le podcast dont vous parliez, qu'on sort à l'occasion de ces 10 ans sur France Inter, j'ai eu la chance de pouvoir recueillir la parole des enfants. Jusqu'à présent, on recueillit celle de leurs parents, et de voir comment ces enfants directement concernés parce qu'ils ont perdu un parent, parce qu'ils ont vu revenir un parent traumatisé et changé à jamais. Comment vont-ils s'emparer, eux et tous leurs camarades, de ces questions-là ? Je trouve que c'est l'enjeu de ces 10 ans. En fait, ces enfants eux-mêmes sont venus me dire « parlez-nous-en, en fait, parlez-nous-en, arrêtez de nous enfermer dans des bulles qui se veulent évidemment bienveillantes parce que protectrices. Mais on a aussi probablement, collectivement, un peu enfermé ces enfants dans une forme de solitude en voulant les protéger, et sans doute qu'à partir de maintenant, l'enjeu va être de pouvoir libérer la parole
de ces enfants pour qu'ils puissent s'emparer de cette histoire. 20 secondes, Denis Péchanski. 20 secondes simplement pour dire que, exactement dans cet esprit-là, on a lancé un nouveau volet d'études du programme 13 novembre. C'est un travail sur les enfants, la deuxième génération, qu'est-ce qui se passe, comment ils ont été impactés, soit mécanisme de résilience, soit transmission du le rôle des politiques, mais vraiment... Non, il n'y a pas de rôle. Il est totalement oublié, par exemple, dans le podcast de France Inter. Il y avait un gouvernement, il y avait un président de la République, il y avait des élus. Le pays a tenu. C'est aussi à ce moment-là, puisqu'on décrit tellement, pas sur cette chaîne, les responsables publics, ils ont joué un rôle. Bon. N'oubliez pas. On termine là-dessus. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Denis Péchanski, votre livre « Faire face, les Français, les attentats du 13 novembre », édition Flammarion, et Charlotte Piret, votre podcast « Ce que le 13 novembre a changé en nous ». Merci encore. Je vous dis à demain, 18h, 22h. Vous pouvez retrouver nos émissions sur publicsana.fr et notez que Stéphanie Ries, la ministre de la Santé, sera l'invitée de notre matinale. Belle soirée.